Après la mort de mes parents, mon frère m'a mis à la porte. À la lecture du testament, il s'est moqué de moi, j'espère que tu es mettre à la rue, parce que j'ai fait en sorte que tu n'ailles rien. Puis l'avocat a dit, il y a une dernière section. Quand il a annoncé mon patrimoine, mon frère s'est évanoui. Je m'appelle Brianna Mercé, et j'ai enduré 32 ans dans une famille patriarcale. Il y a 3 semaines, après le décès de nos parents, mon frère m'a mise à la porte de la maison. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit, papa a décidé il y a longtemps, les filles héritent de tout. Les filles n'ont rien. C'est comme ça que ça a toujours été dans cette famille, et c'est comme ça que ça restera. Ensuite, il a changé les serrures de la maison où j'ai grandi. La maison où j'ai passé 2 ans à soigner notre mère mourante, alors que lui, il n'est venu que 3 fois. La maison où je lui tenais la main pendant la chimiothérapie, pendant que lui regardait sa Rolex et se plaignait des embouteillages. Il a jeté mes affaires sur la pelouse, et m'a dit que je n'étais rien d'autre qu'un fardeau. Parce que, aux yeux de mon père, c'est tout ce qu'une fille pourrait jamais être. Mais voilà ce que mon frère ignorait. Notre mère avait passé 8 ans à se préparer pour ce moment précis. 8 ans de réunions secrètes avec des avocats, 8 ans à construire quelque chose qu'il ne pourrait pas toucher. Avant de vous raconter ce qui s'est passé à la lecture du testament, prenez un instant pour liker et vous abonner, mais seulement si cette histoire résonne en vous. D'où regardez-vous cette vidéo en ce moment? Mettez votre ville et l'heure locale dans les commentaires. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment une fille sans valeur a fini par tout avoir. Pour comprendre ce que Marcus a fait, il faut comprendre la famille Mercé. Mon père, Robert Mercé, a construit sa vie autour d'une conviction inébranlable. Les fils perpétuent la famille. Les filles, elles se marient bien, et disparaissent sous le nom de quelqu'un d'autre. Il n'était pas cruel à ce sujet, pas ouvertement. Il accordait simplement son attention en conséquence. C'était un entrepreneur, qui avait assez bien réussi pour nous acheter une maison coloniale de 4 chambres, dans la banlieue du Connecticut. Un quartier agréable, de bonnes écoles, et un atelier dans le garage où il passait ses week-ends avec Marcus, lui apprenant à construire des choses, pendant que j'aidais maman à la cuisine. Ma mère, Linda, était le centre calme de notre foyer. Elle entretenait un jardin de lavande dans la cour arrière, dont elle s'occupait chaque matin. Elle avait cette façon d'adoucir les côtés tranchants de mon père, de rendre ses rejets moins personnels. Marcus, de 6 ans mon aîné, a absorbé la vision du monde de papa comme une écriture sainte. Quand il a obtenu son diplôme, papa a payé ses études de commerce à UConn. Quand Marcus a voulu se lancer dans l'immobilier, papa l'a mis en contact avec tous les entrepreneurs et promoteurs qu'il connaissait. Quand j'ai voulu faire l'école d'infirmière, papa a dit, les filles n'ont pas besoin d'études coûteuses. Tu te marieras de toute façon. J'ai obtenu des bourses. J'ai fait des doubles gardes dans un restaurant. J'ai payé ma propre voie. Et je me souviens, c'était il y a 8 ans. Ma mère m'a prise à part un soir, après un autre dîner où papa louait la première grosse vente de Marcus, tout en reconnaissant à peine mon admission dans le programme. J'ai pris soin de toi, a-t-elle chuchoté en me serrant la main. Tu ne comprendras pas maintenant. Mais je l'ai fait. Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire. Je pensais que c'était juste quelque chose que les mères disent. Je n'avais aucune idée qu'elle avait passé cet après-midi-là avec une avocate nommée Evelyn Cole, à signer des papiers qui allaient tout changer. Il y a 2 ans, on a diagnostiqué à maman un cancer du sein de stade 3. Je me souviens encore de l'appel. J'étais au milieu d'une garde à la résidence pour Senior Maplewood, quand mon téléphone a vibré avec le numéro de papa. Il ne m'appelait jamais au travail. Il m'appelait à peine tout court. Ta mère est malade, a-t-il dit. Tu dois rentrer à la maison. Pas nous avons besoin de toi, juste tu dois rentrer. Comme si c'était mon travail, comme si cela avait toujours été mon travail. J'ai déménagé pour revenir dans la semaine. J'ai demandé des gardes de nuit, afin de pouvoir être avec maman pendant la journée. Les rendez-vous de chimiothérapie, les séances de radiothérapie, la lente détérioration qu'entraîne le cancer. Mon salaire a baissé de 20%, mais je m'en fichais. C'était ma mère. Marcus est venu 3 fois en 2 ans. 3 fois. Chaque visite durait moins d'1 heure. Il débarquait dans ses costumes Hugo Boss, embrassait le front de maman, regardait sa Rolex, et repartait. Victoria, sa femme, est venue une fois, et a passé tout son temps à photographier la maison pour les souvenirs, en regardant à peine maman. Papa n'a jamais reconnu ce que je faisais. Dans son esprit,
c'était simplement ce que font les filles. Mais maman savait. Elle a commencé à voir quelqu'un, une fois par mois. Une avocate, disait-elle, pour des papiers d'assurance. Je la conduisais à un bureau à Hartford, j'attendais dans la voiture, et je la ramenais. Elle semblait toujours plus légère après, comme si elle avait déposé quelque chose qu'elle portait depuis trop longtemps. « Tu es une si bonne fille », m'a-t-elle dit un soir, alors que je l'aidais à se mettre au lit. « Quoi qu'il arrive, Brianna, souviens-toi que tu as tout fait correctement. Tu as été présente. Cela compte plus que quiconque ne le sait. » Je pensais qu'elle parlait du cancer. Ce n'était pas le cas. Laissez-moi vous parler de mon frère et de sa femme. Marcus et Victoria vivaient à Greenwich, une maison de 5 chambres, dans un quartier où les boîtes aux lettres coûtaient probablement plus cher que ma voiture. Victoria se disait mondaine, ce qui, pour autant que je puisse en juger, signifiait qu'elle assistait à des vernissages et postait des photos de ses sacs Chanel sur Instagram. Elle me regardait comme si j'étais quelque chose qu'il fallait nettoyer. En fait, non. Elle me regardait comme si elle ne me voyait pas du tout. J'étais le personnel. Un bruit de fond. Brianna, a-t-elle dit à Thanksgiving il y a 2 ans, le dernier où maman était assez bien pour cuisiner. As-tu déjà pensé à faire quelque chose avec plus d'ascension sociale? Tu ne peux pas essuyer les fesses des vieux pour toujours. La main de maman s'est resserrée sur sa fourchette. Je suis infirmière diplômée, ai-je dit doucement. J'aide les gens. Le rire de Victoria était une chose délicate et méprisante. Bien sûr que tu le fais. Mais le moment qui m'est resté en mémoire est venu plus tard ce soir-là. J'étais allé à la cuisine pour chercher de l'eau, et j'ai entendu Marcus et Victoria dans le couloir. Ne t'inquiète pas pour elle, a dit Marcus. Papa m'a déjà tout promis. C'est le cas depuis des années. Elle n'aura rien. Elle est juste là pour jouer à l'infirmière jusqu'à ce que maman soit partie. Ensuite, elle pourra disparaître dans sa petite vie triste. Bien, a chuchoté Victoria en retour. Nous avons besoin de ça, Marcus. Nous en avons vraiment besoin. Je suis resté figé derrière la porte de la cuisine, mon verre d'eau à la main. Quelque chose n'allait pas. Je ne savais pas quoi, mais le désespoir dans la voix de Victoria ne correspondait pas au style de vie de Greenwich, aux vêtements de créateur, à la supériorité décontractée. Je suis retourné au lit et je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Je n'avais aucune idée à quel point cela en aurait. Il y a 6 semaines, ma mère a été déclarée guérie du cancer. Je me souviens avoir pleuré dans le bureau de l'oncologue. 2 ans de peur, à la regarder rétrécir, pâlir et se battre, et elle avait gagné. Nous sommes allés déjeuner dans son café préféré, et elle a commandé une coupe de champagne pour la première fois depuis son diagnostic. Je veux rendre visite à ma mère, a-t-elle dit, parlant de grand-mère Eleanor, qui vivait dans une résidence assistée dans le Connecticut. Ton père promet de m'y emmener depuis des mois. Il y a 4 semaines, ils y sont enfin allés. Ils ne sont jamais revenus. Un chauffeur de camion s'est endormi sur l'île 95. La police a dit que c'était instantané. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas souffert. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si quelqu'un dit autre chose dans ces cas-là. Je travaillais de nuit quand j'ai reçu l'appel. Je me souviens avoir marché vers la cage d'escalier, parce que je ne pouvais pas respirer dans le couloir, et m'être assise sur les marches en béton froid, mon téléphone sur le sol où je l'avais laissé tomber, la police d'État du Connecticut toujours en ligne, demandant si j'étais là. Je ne me souviens pas de ce que j'ai dit. Je ne me souviens pas avoir conduit jusqu'à la maison. Je me souviens de l'odeur du jardin de lavande de maman quand je suis enfin entré dans l'allée à 3 heures du matin, et je me souviens avoir pensé qu'elle ne s'en occuperait plus jamais. Les funérailles ont eu lieu 4 jours plus tard. Saint-Andrew épiscopal, l'église où mes parents s'étaient mariés. 80 personnes sont venues. Marcus a fait l'éloge funèbre. Il a parlé de papa pendant 7 minutes. Il a mentionné le nom de maman 2 fois. Et avant la fin de la réception, alors que j'acceptais encore les condoléances de gens qui se souvenaient de ma mère bien mieux que mon frère ne semblait le faire, Marcus m'a pris à part. Nous devons parler, a-t-il dit, de la maison. Les fleurs des funérailles étaient encore fraîches, lorsque mon frère m'a informé que je n'avais plus de maison. Tu dois vider tes affaires d'ici la fin de la semaine, a dit Marcus, sa voix assez basse pour que les autres personnes en deuil ne puissent pas entendre. Nous nous tenions dans le vestibule de l'église, les vitraux projetant des ombres colorées sur son visage. La maison est à moi maintenant. Papa a été clerc il y a des années.
Je l'ai regardé fixement. Ma robe noire avait encore un mouchoir coincé dans la manche, pour avoir pleuré pendant le service. Marcus, nous n'avons même pas encore lu le testament. Le testament n'est qu'une formalité. Il a ajusté sa cravate. Hermès, ai-je noté distraitement. Tu sais ce que papa pensait. Les fils héritent. C'est comme ça que ça a toujours été. Tu devrais être reconnaissante que je te donne une semaine. Reconnaissante. Le mot est sorti étranglé. Écoute. Il a adouci sa voix en quelque chose qui aurait pu sembler raisonnable, pour quiconque ne le connaissait pas. Je comprends que ce soit dur. Tu as vécu là, tu t'es occupé des choses, mais c'était ton choix. Tu aurais pu avoir une vraie carrière, une vraie vie. Au lieu de cela, tu as choisi de jouer à l'infirmière. Ce n'est pas ma faute. Derrière lui, Victoria vérifiait son téléphone, déjà ennuyée. Ce n'est pas Marcus, j'ai pris soin de maman pendant 2 ans. Pendant que je quoi? Ses yeux sont devenus durs. Pendant que je construisais quelque chose, pendant que je faisais quelque chose de ma vie. Ne prétends pas qu'essuyer des bassins est la même chose que diriger une entreprise, Brianna. Nous savons tous les deux ce que tu es. Il a reculé, ajustant ses manchettes. Une semaine, a-t-il dit. Ensuite, je change les serrures. Je l'ai regardé retourner vers Victoria, je l'ai vu se pencher et sourire. Je les ai regardés partir sans dire au revoir à personne. C'était lundi. Il n'a même pas attendu une semaine. Mercredi soir, 2 jours après les funérailles, je suis rentré du travail à 19h. Épuisé d'une manière qui n'avait rien à voir avec la garde. Le deuil fait ça. Il donne l'impression que tout se fait dans l'eau. Ma clé ne fonctionnait pas. J'ai essayé à nouveau, confuse, pensant que le froid avait peut-être déformé quelque chose. Mais non, la serrure avait été changée. Le verrou aussi. J'ai fait le tour jusqu'au garage. Mes affaires, mes vêtements, mes livres, la boîte de recettes de maman qu'elle m'avait donnée. Tout ce que je possédais avait été jeté dans des cartons de déménagement, et empilé contre le mur. La pluie de l'après-midi avait traversé 2 d'entre eux. Mon diplôme d'infirmière était déformé et mouillé. Par la fenêtre, je pouvais voir Victoria marcher dans le salon, un verre de vin à la main, riant de quelque chose sur son téléphone. Elle m'a vu regarder. Elle a souri, a levé son verre pour porter un petit toast, et s'est éloignée. J'ai appelé Marcus. Il a répondu à la 2e sonnerie, comme s'il attendait. La maison m'appartient légalement, a-t-il dit, sans même faire semblant de s'excuser. J'ai fait vérifier par mon avocat. La succession de papa, la maison de papa, la décision de papa. Tu as 24 heures pour sortir tes affaires de la propriété avant que je ne les fasse enlever. Marcus, j'ai grandi là-bas, et maintenant tu n'y vis plus. C'est comme ça que la vie fonctionne, Brianna. Peut-être que si tu avais fait quelque chose de ta vie, tu ne serais pas debout sous la pluie en ce moment. J'ai raccroché, parce que je ne me faisais pas confiance pour parler. Je me suis assise sur l'herbe mouillée, à côté des cartons de mes affaires ruinées, et j'ai tenu la seule chose qui n'avait pas été endommagée, la montre Timex de maman, rangée en sécurité dans ma poche depuis que l'hôpital m'avait rendu ses effets personnels. C'est là que j'ai trouvé la lettre. La lettre était dans un carton d'affaires de maman. Des objets que Marcus avait dû prendre pour des vieilleries. Ses gants de jardinage, quelques vieilles photos, et une enveloppe couleur crème avec mon nom écrit de son écriture. Pour Brianna, quand le moment sera venu. Je ne l'ai pas ouverte sur cette pelouse. Je ne pouvais pas. À la place, j'ai appelé la seule personne à qui je pouvais penser, Diane Foster, l'infirmière en chef de Maplewood, qui était comme un mentor pour moi depuis 3 ans. Elle est arrivée dans sa Honda Odyssey en 30 minutes. Monte, a-t-elle dit, sans poser de questions. Tu restes chez moi ce soir, et demain, et aussi longtemps que tu en auras besoin. Son appartement était petit. 2 chambres dans un complexe de Hartford qui avait connu des jours meilleurs, mais c'était chaud et sec. Et quand elle m'a tendu une tasse de thé et une couverture, je me suis enfin laissé aller à pleurer. Plus tard, quand j'ai pu respirer à nouveau, j'ai ouvert la lettre de maman. Son écriture était tremblante. Elle avait dû l'écrire pendant la chimio, quand ses mains tremblaient constamment. Ma chérie Brianna, si tu lis ceci, alors ce que je craignais est arrivé. Ton père et ton frère t'ont montré exactement qui ils sont. Je veux que tu saches, je l'ai vu. Je l'ai toujours vu.
Et je ne pouvais pas changer ton père. Dieu sait que j'ai essayé, mais je pouvais te protéger. Contacte Evelyn Cole, chez Harrison et Cole à Hartford. Elle a tout ce dont tu as besoin. Tous les papiers, toutes les dispositions, tout ce que je ne pouvais pas te donner de mon vivant. Tu n'es pas un fardeau. Tu ne l'as jamais été. Tu es la meilleure chose que j'ai jamais faite. Je t'aime plus que la lavande et le soleil, et toutes les bonnes choses. Maman. Je l'ai lu 3 fois avant que les mots ne prennent sens. Puis j'ai appelé le numéro qu'elle avait écrit en bas. Harrison et Cole occupaient un immeuble en pierre brune au centre-ville de Hartford, le genre de bâtiment à vieille fortune, avec des plaques en laiton et des planchers de bois franc qui craquaient d'histoire. Je me sentais mal habillé dans ma blouse propre, mais l'assistante d'Evelyn Cole a juste souri, et m'a conduite vers un bureau d'angle tapissé de livres de droit et baigné d'une douce lumière d'après-midi. Evelyn n'était pas ce à quoi je m'attendais. Fin de la cinquantaine, cheveux argentés relevés en un chignon élégant, portant un tailleur Armani anthracite, mais ses yeux étaient chaleureux quand elle m'a serré la main. « Brianna » a-t-elle dit, « j'attendais votre appel. Votre mère parlait constamment de vous. Cela a failli me briser sur place. Elle. J'ai avalé ma salive. Elle m'a laissé une lettre. Elle a dit que vous aviez des papiers. » Evelyn a désigné une chaise. « C'est le cas. Votre mère et moi avons travaillé ensemble pendant 8 ans, Brianna. C'était l'une des personnes les plus déterminées que j'ai jamais représentées. 8 ans? C'était la même période que celle dont maman avait chuchoté, quand j'avais été accepté à l'école d'infirmière. Votre mère connaissait les intentions de votre père, a dit Evelyn avec précaution. Elle savait que Marcus hériterait de tout ce que Robert contrôlait, et elle ne pouvait pas changer cela. Elle ne pouvait pas le changer lui, mais elle pouvait planifier autour de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Evelyn a croisé les mains. Cela signifie que votre mère a pris des dispositions qui existent entièrement en dehors de la succession de votre père. Des dispositions que Marcus ignore, et que votre père ignorait. La pièce a soudain semblé plus petite. Quel genre de dispositions? Le genre que vous découvrirez lors de la lecture officielle du testament la semaine prochaine. Les testaments de vos 2 parents doivent être lus ensemble. Elle a fait une pause. Mais je veux que vous me fassiez confiance d'ici là. Pouvez-vous faire cela? Quoi que Marcus dise, quoi qu'il menace, ne réagissez pas. Ne signez rien. Attendez simplement. Pourquoi? Son sourire était presque doux. Parce que votre mère est sur le point d'avoir le dernier mot. 3 jours avant la lecture du testament, Marcus a appelé. Il était 22 heures. J'étais assise dans la cuisine de Diane, les lumières tamisées, essayant de lire un livre sans absorber un seul mot. Son nom sur l'écran de mon téléphone m'a noué l'estomac. Brianna. Sa voix était amicale, ce qui était en quelque sorte pire qu'hostile. Je pensais. Cette situation, nous 2 en conflit, ce n'est bon pour personne. Tu m'as mise à la porte de ma maison 2 jours après les funérailles de nos parents. Marcus, je sais. J'aurais pu mieux gérer ça. Il avait l'air vraiment désolé. C'est pour ça que j'appelle. Je veux arranger les choses. J'ai attendu. J'ai rédigé un accord simple, a-t-il continué. Tu renonces à toute réclamation pour contester la succession, et en échange, je te donne $10 000 en liquide. De quoi t'installer quelque part de sympa. $10 000 pour une vie entière à s'entendre dire que j'étais moins que rien. Pour 2 ans à prendre soin de notre mère, alors qu'il est venu 3 fois. Pour chaque rejet, chaque offense, chaque moment où Marcus et mon père m'ont fait sentir que je prenais une place qui aurait dû appartenir à quelqu'un de plus digne. Non, Brianna, sois raisonnable. Tu ne vas rien gagner au tribunal. Le testament de papa est clair. Tout ce que tu vas faire, c'est dépenser de l'argent en avocat et faire traîner ça pendant des mois. Prends l'argent. Recommence à 0. J'ai dit, non, Marcus. Je te verrai à la lecture du testament. Sa voix s'est durcie instantanément. Tu fais une erreur. Tu le sais, n'est-ce pas? Tu vas sortir de cette pièce avec rien, moins que rien, et tu regretteras de ne pas avoir accepté cette offre. Alors c'est mon choix. Bien. Il a pratiquement craché le mot. Mais souviens-toi, j'ai essayé d'être généreux. Ce qui arrive ensuite est de ta faute. La ligne a coupé. J'ai posé le téléphone avec des mains tremblantes. Puis j'ai fait exactement ce qu'Evelyn m'avait dit de faire.
j'ai attendu. Je dois faire une pause ici et vous demander quelque chose. Avez-vous déjà été poussé à signer quelque chose par votre famille? On vous a dit que vous n'aviez pas le droit de demander ce qui est juste. Ce sentiment, cette impuissance spécifique, cela reste avec vous. Si cette histoire vous touche, laissez un commentaire. Je lis chacun d'entre eux, promis. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est peut-être le moment, parce que ce qui se passe ensuite à cette lecture de testament, cela a tout changé. La lecture du testament était prévue pour 14 heures, un jeudi, chez Harrison et Cole. La salle de conférence avait une table en acajou assez longue pour asseoir 12 personnes, bien que nous ne soyons que 6. Marcus, Victoria, moi, Evelyn Cole, son assistante qui servirait de témoin, et à la grande surprise de Marcus, ma grand-mère, Eleanor. Le sourire de Marcus a vacillé quand grand-mère est entrée. Je ne savais pas que tu venais. Grand-mère Eleanor Whitfield avait 82 ans, et était plus vive que la plupart des gens de la moitié de son âge. Elle portait une robe bleu marine, ses cheveux argentés épinglés en arrière, et la bague en saphir qu'elle portait depuis aussi longtemps que je me souvienne brillait à son doigt. On m'a demandé d'être ici, a-t-elle dit simplement, prenant le siège à côté de moi. Par ma fille. Marcus et Victoria ont échangé des regards. Eh bien, a dit Marcus, retrouvant sa confiance, plus on est de fous, plus on rit, je suppose. Bien que je ne vois pas pourquoi nous devons compliquer les choses. Les souhaits de papa étaient clairs. Evelyn a pris place en bout de table, des dossiers disposés précisément devant elle. Avant de commencer, je dois noter que nous allons lire 2 testaments aujourd'hui. Le testament de Robert Mercer et le testament de Linda Mercer. Ce sont des documents séparés, avec des dispositions séparées. 2 testaments? Victoria a froncé les sourcils. Pourquoi cela importerait-il? Tout était possédé conjointement. L'expression d'Evelyn est restée neutre. Pas tout, apparemment. J'ai senti la main de grand-mère trouver la mienne sous la table et la serrer. Marcus a ajusté sa Rolex avec un geste rodé. Bien. Finissons en. Lisez le testament de papa en premier. Evelyn a ouvert le premier dossier. Très bien. Dernière volonté et testament de Robert Allan Mercer, daté d'il y a 14 mois, témoigné et notarié dans le comté de Hartford. La pièce est devenue silencieuse. C'était ça. Le testament de papa était exactement ce à quoi Marcus s'attendait. Evelyn a lu les dispositions standards, les nominations d'exécuteurs, les paiements de dettes, les instructions funéraires, avant d'arriver à la distribution des biens. À mon fils, Marcus Robert Mercer, je lègue 70% de mes biens personnels, y compris mon véhicule, mes outils et équipements d'atelier, et ma part de tous les comptes financiers détenus conjointement avec ma femme. Marcus a hoché la tête lentement, la satisfaction se répandant sur ses traits. À ma fille, Brianna Lynn Mercer, je lègue 30% de mes biens personnels restants. 30% des biens restants, a murmuré Victoria, faisant le calcul. Après les dettes et les dépenses, donc en gros rien. Ce n'est pas. J'ai commencé. C'est bon, a coupé Marcus, magnanime maintenant. Les comptes de papa totalisaient environ 80 000 $. Tu auras quelque chose, Brianna. Peut-être 24 000 $ une fois que tout sera réglé. Il m'a souri comme s'il me faisait une faveur. C'est plus que ce que je pensais que papa te laisserait. Honnêtement, Marcus, a dit grand-mère doucement. Peut-être pourrais-tu laisser l'avocate finir. Qu'est-ce qu'il reste à finir? Il s'est adossé à sa chaise, un bras drapé sur le dossier. La maison était à papa. L'argent était à papa. Je suis l'héritier principal. Brianna reçoit un prix de consolation, ce qui est généreux vu les circonstances. Victoria a sorti son téléphone, probablement en train de composer un post sur son héritage. En fait, a dit Evelyn, sa voix coupant la satisfaction de Marcus. Il reste pas mal de choses à discuter. Le testament de Robert ne représente qu'une partie de la succession combinée de vos parents. Combinée? La confiance de Marcus a vacillé. Qu'est-ce que vous voulez dire par combinée? Evelyn a fermé le premier dossier et ouvert le second. La succession de votre mère est séparée, et nettement plus importante que celle de votre père. La pièce est devenue très calme. Marcus a arrêté de sourire. Attendez, Marcus a levé une main. Maman n'avait pas sa propre succession. C'était une femme au foyer. Tout ce qu'elle avait venait de papa.
Ce n'est pas exact, a dit Evelyne calmement. C'est exact. Je connais ma propre famille. Marcus s'est levé, comme si la hauteur allait lui donner de l'autorité. Peu importe ce que vous allez lire, peu importe le petit compte d'épargne que maman aurait pu avoir, cela ne change rien. Papa a clairement exprimé ses souhaits pendant des décennies. Le fils hérite. La fille prend ce qu'on lui donnait en est reconnaissante. Il s'est tourné vers moi et le venin était de retour. C'est ce que j'essayais de t'épargner, Brianna. Cet embarras. Tu es assise là à espérer que maman t'a laissé quelque chose. Quoi? Ces bijoux? Ces fiches de recettes? Ça n'a pas d'importance. La maison est toujours à papa. Le vrai argent est toujours à papa. Et tu es toujours la même personne que tu as toujours été. Marcus a dit grand-mère, sa voix basse d'avertissement. Il l'a ignoré. J'espère que tu apprécies d'être sans abri, Brianna. Parce que je me suis assuré que tu n'aies rien sur quoi te rabattre. Pas de maison, pas de soutien familial, rien. Peut-être que la prochaine fois tu y réfléchiras à 2 fois avant. Monsieur Mercé. La voix d'Evelyne était d'acier. Asseyez-vous. L'ordre était si inattendu que Marcus a réellement obéi, retombant dans sa chaise. Je comprends que vous ayez des opinions sur la façon dont les biens de vos parents devraient être distribués, a continué Evelyne. Mais ceci est une procédure légale, pas une dispute familiale. Le testament de votre mère contient des dispositions spécifiques qui remplacent vos hypothèses. Si vous interrompez encore, je vous demanderai de sortir et de recevoir les informations par écrit. Victoria a attrapé le bras de Marcus, chuchotant quelque chose d'urgent. Il s'est rassis, la mâchoire serrée. Evelyne a pris le deuxième dossier. Et maintenant, a-t-elle dit, nous abordons la question de la succession de Linda Mercé, y compris la section finale que votre mère m'a spécifiquement demandé de lire à haute voix. Pendant un moment terrible, j'ai douté de tout. Les mots de Marcus résonnaient dans ma tête. Maman était une femme au foyer. Tout ce qu'elle avait venait de papa. Et s'il avait raison? Et si la lettre, l'avocate, les promesses? Et si c'était juste une mère essayant de réconforter une fille qu'elle savait laisser pour compte? J'ai regardé la montre Timex à mon poignet. La montre de maman. Le cuir était craquelé. Le cadran rayé par des années d'usure. Elle aurait pu s'offrir quelque chose de plus beau. Je le savais maintenant. Mais elle a porté celle-ci tous les jours jusqu'au jour de sa mort. Que m'a-t-elle vraiment laissé? Victoria chuchotait à Marcus, ses ongles manucurés tapotant contre la table. Elle a probablement juste une assurance vie ou quelque chose comme ça. Quelques milliers. Rien qui change notre situation. Notre situation? La phrase a attiré mon attention. Quelle situation? La main de grand-mère était toujours dans la mienne sous la table. Je l'ai sentie serrée à nouveau, plus fermement cette fois, comme si elle pouvait sentir mon hésitation. Brianna, a-t-elle murmuré si doucement que je pouvais seul l'entendre. Ta mère était la femme la plus intelligente que j'ai jamais élevée. Fais-lui confiance. J'ai regardé Evelyne, qui m'observait avec une expression que je n'arrivais pas tout à fait à lire. Patiente, presque anticipatrice. Je suis prête, ai-je dit. Marcus a ricané, prête pour la déception. Victoria a ri. Evelyne les a ignorés tous les deux. Elle a ouvert le dossier et a retiré plusieurs documents. Je pouvais voir des sceaux officiels, des tampons notariés, des pages denses de textes juridiques. Dernière volonté et testament de Linda Eleanor Mercé, a-t-elle commencé. Mis à jour il y a 18 mois, témoigné par moi-même et un notaire public du comté de Hartford. La testatrice a été évaluée par le docteur Sarah Hammond, psychiatre certifié, et déclarée pleinement compétente pour exécuter ce document. Elle a regardé directement Marcus. Le premier point est une lettre que Madame Mercé m'a demandé de lire à haute voix. Marcus a bougé sur son siège. Il y a 18 mois. Maman était en pleine chimio il y a 18 mois. Son jugement était compromis. J'ai anticipé cette préoccupation, a répondu Evelyne, son ton égal. C'est pourquoi j'ai l'évaluation écrite du docteur Hammond confirmant la pleine capacité cognitive de votre mère au moment de la signature. J'ai aussi une documentation vidéo de la signature elle-même. Elle a sorti une clé USB et l'a posée sur la table. Votre mère ne voulait aucune ambiguïté. Elle s'est enregistrée expliquant chaque décision dans ce document.
La vidéo dure 32 minutes et est disponible pour examen si quelqu'un souhaite contester sa compétence. Le téléphone de Victoria avait cessé de bouger. Elle fixait la clé USB comme si elle allait la mordre. C'est. Marcus a dégluti. C'est très minutieux. Votre mère était une femme minutieuse. Les lèvres d'Evelyne se sont courbées juste un peu. Maintenant, la lettre. Elle a soulevé une page unique écrite à la main sur du papier à lettres couleur crème. J'ai reconnu le papier. Maman en avait une boîte dans son bureau, le genre cher qu'elle utilisait pour la correspondance importante. À mes enfants, a lu Evelyne, sa voix claire et mesurée. Si vous entendez cette lettre, alors je suis parti, et le moment que je redoutais est arrivé. Ma gorge s'est serrée. Je vous aime tous les deux. Je veux que vous le sachiez d'abord. Mais l'amour ne me rend pas aveugle. Marcus est devenu très calme. Pendant 35 ans, j'ai regardé votre père favoriser Marcus d'une manière qu'il ne reconnaissait même pas comme du favoritisme. C'était simplement sa façon de voir le monde. Les fils comptent. Les filles servent. Je ne pouvais pas le changer. Croyez-moi, j'ai essayé. Evelyne a fait une pause, nous regardant. Il y a plus, a-t-elle dit. Mais peut-être devrais-je continuer après que tout le monde ait eu un moment. Continuez à lire, a dit Marcus sèchement. Evelyne a hoché la tête, et je me suis préparé. Evelyne a continué à lire, et la voix de ma mère semblait remplir la pièce. Quand Brianna est née, Robert a dit, peut-être que la prochaine fois nous aurons un autre garçon. J'ai tenu ma fille dans mes bras et lui ai promis silencieusement qu'elle ne serait jamais la prochaine fois pour moi. Je l'ai vue grandir en travaillant 2 fois plus dur, pour moitié moins de reconnaissance. Je l'ai vue payer elle-même ses études d'infirmière, pendant que Marcus recevait tous les avantages. Je l'ai vue revenir à la maison pour s'occuper de moi pendant les 2 pires années de ma vie. Changer mes draps quand j'étais trop malade pour bouger, me tenir la main pendant la chimiothérapie, me chanter les chansons que je lui chantais bébé. Marcus est venu 3 fois. 3 fois en 2 ans. Je n'écris pas ceci pour condamner mon fils, mais je l'écris pour expliquer pourquoi j'ai fait les choix que j'ai faits. Les biens que je laisse à Brianna ne sont pas une récompense. Ce n'est pas du favoritisme. Ils sont l'équilibre que je n'ai pas pu fournir de mon vivant. Ils sont ce qui lui a toujours été dû. Victoria a émis un petit son étranglé. Si Marcus entend ceci et se sent en colère, je comprends, mais je lui demande de réfléchir, pourquoi se sent-il en droit de tout avoir? Qui lui a appris ça? Et qu'a-t-il fait pour le mériter, à part être né mal? Le visage de Marcus était devenu pâle. Evelyne a levé les yeux. La lettre conclut par « Brianna, ma fille chérie, tu n'es jamais un fardeau. Tu es mon cœur. Vis bien, sois heureuse, et ne laisse jamais personne te dire que tu ne mérites pas toutes les bonnes choses. Avec tout mon amour, pour toujours, maman. » Le silence était absolu. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas respirer. Grand-mère a pressé un mouchoir dans ma main. Maintenant, a dit Evelyne doucement, discutons de ce que votre mère vous a réellement laissé. Premièrement, a dit Evelyne, tirant un document du dossier. La maison. Marcus s'est redressé. La maison fait partie de la succession de papa. Elle a toujours été à son nom. En fait, non. Evelyne a fait glisser le document sur la table. Il y a 5 ans, vos parents ont exécuté un transfert de titre de propriété. La propriété au 127 Maple Drive a été transférée de la copropriété au nom unique de Linda Mercer. Quoi? Marcus a attrapé le papier, le scannant frénétiquement. C'est. Pourquoi papa accepterait-il ça? Pour une protection contre la responsabilité civile. Votre père faisait face à un procès potentiel d'un client mécontent à l'époque. Mettre la maison au nom de votre mère la protégeait de tout jugement légal contre son entreprise. C'est une stratégie de planification successorale courante. Je n'ai jamais entendu parler d'un procès. Il a été réglé à l'amiable, mais le transfert de titre est resté. Evelyne a produit un autre document. Ceci est l'acte enregistré aux archives foncières du comté de Hartford, daté d'il y a 5 ans. La propriété, actuellement évaluée à environ 650 000 $, appartenait uniquement à votre mère. Le visage de Victoria avait pris une couleur étrange. Mais ça veut dire. Ça veut dire que votre mère avait toute autorité pour la laisser à qui elle choisissait. Evelyne m'a regardé. Et elle vous a choisi, Brianna? Non.
Marcus a secoué la tête. Non, ça doit être une erreur. Papa a dit. Il a toujours dit. Ton père croyait ce qu'il voulait croire, a dit grand-mère sèchement. Linda lui a dit que le transfert de titre était temporaire pour le procès. Elle ne l'a jamais retransféré, et il n'a jamais vérifié. J'ai fixé l'acte, la signature de ma mère en bas, nette et délibérée. La maison où j'ai grandi, la maison où je l'ai soignée, la maison dont Marcus m'avait jeté, elle était à moi. Elle avait été à moi tout le temps. De plus, a continué Evelyne comme si elle ne venait pas de faire exploser une bombe au milieu de la pièce, il y a la question du trust irrévocable. Le quoi? Marcus avait l'air d'avoir été frappé. Il y a 8 ans, votre mère a établi un trust irrévocable avec Brianna comme seul bénéficiaire. Un trust irrévocable, une fois établi, ne peut être modifié ou dissous sans le consentement du bénéficiaire. Il existe entièrement en dehors du processus de succession. Il y a 8 ans. Marcus s'est tourné vers grand-mère. Tu lui as donné l'argent. Tu lui as donné le. Grand-mère n'a pas bronché. J'ai donné à ma fille de l'argent qui était à moi pour le donner. Ce qu'elle en a fait la regardait. Le trust a été financé par un don de 400 000 $ de Madame Whitfield, a confirmé Evelyne. Votre mère l'a investi prudemment dans des fonds indiciels au cours des 8 dernières années. La valeur actuelle, elle a consulté ses notes, est d'environ 1,2 million de $. Victoria a fait un bruit comme si elle avait reçu un coup de poing. 1,2 million de $, a répété Marcus lentement. C'est exact. Et parce que le trust est irrévocable et a été financé entièrement par le don de votre grand-mère, bien propre jamais mélangé aux biens matrimoniaux, il n'a jamais fait partie de la succession commune de vos parents. Il a toujours appartenu à Brianna. Je n'arrivais pas à assimiler le chiffre. 1,2 million de $. Ma mère qui portait une montre Timex et cultivait ses propres légumes, m'avait tranquillement constitué une fortune, alors que je pensais à peine m'en sortir. C'est de la fraude, a bafouillé Marcus. C'est. Papa n'était pas au courant de ça. Il n'aurait jamais. La connaissance de votre père n'est pas pertinente, a dit Evelyne calmement. Le trust a été légalement établi avec des fonds qui n'ont jamais été les siens. Il n'avait aucun droit dessus, et vous non plus. La clé USB était posée sur la table, intouchée. 32 minutes de ma mère expliquant pourquoi elle avait fait ce qu'elle avait fait. Il y a un dernier actif, a dit Evelyne. Marcus avait l'air d'être sur le point de vomir. La prise de Victoria sur son bras avait fait blanchir ses jointures. Votre mère détenait une police d'assurance vie auprès de Northwestern Mutual, évaluée à 500 000 $. Le bénéficiaire désigné était, elle a fait une pause, Brianna Lynn Mercer, uniquement. Maman avait une assurance vie. Je ne savais pas. Je ne savais rien de tout ça. Elle l'a acheté il y a 12 ans, quand vous aviez 16 ans. Elle a payé les primes depuis son compte personnel, de l'argent que votre grand-mère lui envoyait chaque année comme cadeau. Votre père n'a jamais été un bénéficiaire désigné. Mais je suis son fils, a dit Marcus. Et il y avait quelque chose de désespéré dans sa voix maintenant. Quelque chose de brisé. Je suis son premier-né. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas juste me laisser rien. Elle ne peut pas. Elle ne vous a pas laissé rien, monsieur Mercer. Evelyne a sorti une dernière page. Le testament de votre mère spécifie que vous devez recevoir ses effets personnels, ses albums photos, sa collection de bijoux, et une lettre qu'elle a écrite spécifiquement pour vous. Une lettre? Marcus a ri, mais c'était creux. Elle laisse des millions à Brianna, et j'ai une lettre. Et les bijoux? A des pièces significatives, a proposé Evelyne. Je ne veux pas de ces bijoux. Marcus a claqué sa paume sur la table. Victoria a sursauté. Je veux ce qu'on m'a promis. Je veux ce que j'ai gagné. Ce que tu as gagné. J'ai parlé avant de pouvoir m'arrêter. Les mots sont sortis calmes, mais ils ont rempli la pièce. Tu as rendu visite à maman 3 fois en 2 ans, Marcus. 3 fois. Tu m'as dit que je n'étais rien d'autre qu'un fardeau pendant que je lui tenais la main pendant la chimio. Que as-tu gagné exactement? Il m'a fixé. Je l'ai fixé en retour. Discutons des chiffres totaux, a dit Evelyne, et je pouvais entendre la plus légère satisfaction dans son ton professionnel. C'est contesté. Marcus s'est levé si vite que sa chaise a failli basculer. Je conteste tout ça. Maman n'était pas dans son bon sens.
La chimio, les médicaments. Elle ne pouvait pas avoir pris ses décisions rationnellement. Evelyne est restée assise. Comme je l'ai mentionné, votre mère a subi une évaluation cognitive par le docteur Sarah Hammond, une psychiatre certifiée non affiliée à son traitement médical. L'évaluation a conclu que Madame Mercé était pleinement compétente, et comprenait la nature et les conséquences de ses décisions. Les psychiatres peuvent se tromper. De plus, a continué Evelyne, la signature de son testament a été enregistrée en vidéo. Evelyne a tapoté la clé USB. Dedans, votre mère articule clairement ses raisons pour chaque legs. Elle aborde aussi directement la possibilité que vous puissiez contester, et explique pourquoi une telle contestation échouerait. La mâchoire de Marcus a travaillé. En outre, a continué Evelyne, le trust irrévocable et les désignations de bénéficiaires d'assurance vie ne sont pas sujets aux contestations de testament. Ce sont des instruments juridiques indépendants qui contournent entièrement la succession. Vous n'avez aucune qualité pour les contester. Il doit y avoir quelque chose. Si vous souhaitez contester le testament de votre père, vous pouvez le faire, bien que je conseillerais de consulter votre propre avocat sur les coûts par rapport au recouvrement potentiel. Quant aux dispositions de votre mère, le regard d'Evelyne était stable, elle a anticipé vos objections, monsieur Mercé. Elle a passé 8 ans à s'assurer que tout était blindé. Grand-mère Éléanore a pris la parole. Ma fille n'a pas fait ça par méchanceté, Marcus. Elle l'a fait parce qu'elle savait. Nous savions toutes que sans protection, Brianna ne recevrait rien, et Brianna méritait mieux que rien. Marcus s'est tourné vers grand-mère, le visage déformé. Tu l'as aidé à cacher ça. Tu l'as aidé à m'exclure. Je l'ai aidé à protéger sa fille, a dit grand-mère simplement. La même chose que n'importe quelle mère ferait. Marcus n'avait aucune réponse à cela. Victoria a craqué la première. C'est insensé. Elle s'est levée, son calme prudent se brisant enfin. C'est une infirmière. Elle essuie les fesses des vieux pour gagner sa vie. Et elle reçoit 2 millions de dollars alors que nous. Alors que nous. Alors que vous quoi? Madame Mercé, a demandé Evelyne doucement. La bouche de Victoria s'est ouverte et fermée. Elle en avait trop dit et elle le savait. Eh bien, vous êtes sur le point de perdre votre maison à Greenwich, a dit grand-mère. Sa voix était calme, mais elle a traversé la pièce. Pensiez-vous que nous ignorions l'investissement raté de Marcus? La perte de 400 000 dollars, les avis de saisie? Marcus est devenu blanc. Comment est-ce que tu? Linda savait, a dit grand-mère. Elle savait pour les dettes, les mauvaises affaires, le désespoir. Elle savait que tu comptais sur cet héritage pour te renflouer. C'est pourquoi elle s'est assurée que tu ne pourrais pas toucher à ce qu'elle avait construit pour Brianna. J'ai regardé mon frère. Vraiment regardé, pour la première fois depuis des années. La Rolex, le costume Hugo Boss, la BMW sur le parking. Tout cela n'était qu'échafaudage, ai-je réalisé. Une façade construite sur le crédit, les promesses, et l'hypothèse que l'argent de nos parents serait toujours là pour le rattraper. Tu prévoyais de tout prendre, ai-je dit lentement. Pas parce que tu en avais besoin, parce que tu te noyais. Je ne me noie pas, a claqué Marcus. J'ai eu un revers, c'est tout. Un revers temporaire que la succession de papa aurait. T'aurais sauvé, ai-je fini. Sauf que la succession n'était pas ce que tu pensais qu'elle était. Victoria s'est enfoncée dans sa chaise, le mascara commençant à couler. Tu as passé toute ta vie à t'entendre dire que tu méritais tout, ai-je dit. Et tu ne t'es jamais arrêté pour te demander si c'était vraiment vrai. Marcus n'a pas répondu. Il ne pouvait pas. Je veux m'arrêter ici un instant. Je sais que certains d'entre vous regardent et pensent, pourquoi Victoria dirait-elle ça à voix haute? Pourquoi révéleraient-elles leurs problèmes financiers devant tout le monde? La réponse est la peur. Quand la chose sur laquelle vous comptiez disparaît, vos instincts de survie prennent le dessus. Vous arrêtez de penser aux apparences. Si cette histoire résonne en vous, appuyez sur ce bouton d'abonnement, parce que nous sommes presque à la fin, et il y a une dernière chose que je dois vous dire. Evelyne a attendu que la pièce soit calme à nouveau avant de parler. Pour mémoire, a-t-elle dit, laissez-moi résumer les actifs totaux passant à Brianna Mercé. Elle a consulté ses notes, bien que je soupçonne qu'elle connaissait les chiffres par cœur. De la succession de sa mère, la propriété au 127 Maple Drive, valeur estimée à 650 000 dollars. Du trust irrévocable établi en 2018, 1 200 000 dollars. De la police d'assurance vie Northwestern Mutual,
500 000 $. Elle a levé les yeux. De plus, de la succession de son père, 30% des actifs liquides restants, environ 24 000 $. La respiration de Victoria était devenue superficielle. Le total, a continué Evelyne, sa voix mesurée et professionnelle, est d'environ 2,374 millions de $. Le chiffre a flotté dans l'air. 2,374 millions de $. Ma mère, qui cultivait des légumes, portait une montre Timex, et n'achetait jamais rien dont elle n'avait pas besoin, m'avait laissé près de 2,5 millions de $. Marcus a émis un son étrange. Il agrippait le bord de la table, ses jointures d'un blanc osseux, son visage de la couleur d'un vieux papier. Il a essayé de se lever, peut-être pour protester, peut-être pour partir, puis ses yeux se sont révulsés et il s'est effondré. Sa tête a heurté le bord de la table en tombant. Victoria a crié. L'assistante d'Evelyne bougeait déjà, appelant le 911, vérifiant son pouls. Je suis resté assise figée, regardant mon frère inconscient sur le tapis d'un cabinet d'avocat, mis à terre par des chiffres sur une page. Il respire, a rapporté l'assistante. Le pouls est stable, il s'est probablement juste évanoui. Grand-mère a serré ma main. J'ai serré la sienne. Ta mère serait fière de toi, a-t-elle dit doucement. Pas pour l'argent, pour ce que tu es devenu malgré tout ça. Je ne pouvais pas répondre. J'essayais encore de comprendre. Les ambulanciers ont dit que c'était une syncope, une chute soudaine de la tension artérielle déclenchée par le choc. Rien de dangereux, juste la façon dont son corps traitait ce que son esprit ne pouvait pas accepter. Ils ont bandé la petite coupure sur son front et lui ont recommandé de voir son médecin, mais il a refusé le transport. 20 minutes après s'être effondré, Marcus était de retour sur sa chaise, pâle et instable, Victoria planant au-dessus de lui comme s'il allait se briser. Il m'a regardé. Tu savais, a-t-il dit d'une voix rauque. Tu étais au courant de tout ça. Je ne savais pas. Je le pensais vraiment. Pas avant il y a quelques jours, et même alors, je ne savais pas combien. Mais tu te doutais. Tu es restée assise là avec ton air innocent, et tu te doutais. Je savais que maman m'aimait. J'ai gardé ma voix égale. C'est tout ce que je savais avec certitude. Son rire était amer, brisé. Et moi non. Elle ne m'aimait pas. Je pense qu'elle t'aimait, ai-je dit lentement. Je pense qu'elle aimait qui tu aurais pu être. Mais elle a aussi vu qui tu as choisi de devenir. La main de Victoria s'est resserrée sur son épaule. Marcus, nous devrions y aller. Nous devons trouver une solution. Trouver une solution à quoi? Sa voix a craqué. Comment payer notre hypothèque? Comment dire à la banque qu'on ne reçoit rien? Il m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être du désespoir. Brianna, tu dois m'aider. Nous sommes une famille. Les mots sont restés suspendus là. Famille. 3 visites en 2 ans. Tu es juste morte pour moi. Profite d'être sans abri. Marcus, ai-je dit, tu m'as mise à la porte de ma propre maison avant que les fleurs de notre mère ne soient fanées. Tu m'as dit que je n'étais rien d'autre qu'un fardeau. Tu as essayé de me faire renoncer à tout pour 10 000 $. Je me suis levé. Je ne vais pas faire semblant que ça n'est pas arrivé. Tu dois comprendre, a dit Marcus, sa voix montant. J'étais stressé. Les investissements, la pression. Je ne pensais pas la moitié de ce que j'ai dit. Ce n'est pas qui je suis vraiment. Alors qui es-tu, Marcus, ai-je demandé doucement. Parce que je te connais depuis 28 ans, et je n'ai jamais vu aucune preuve de quelqu'un de différent. Il a tressailli. Je ne vais pas laisser mon frère devenir sans abri, ai-je dit. Je ne suis pas cruel, mais je ne vais pas non plus te renflouer des décisions que tu as prises tout en me traitant comme si j'étais sans valeur. Alors quoi? Tu pars juste avec des millions et je n'ai rien. Tu as exactement ce que tu as gagné. J'ai ramassé mon sac, le même sac en cuir usé que j'avais porté pendant mes études d'infirmière. À travers 2 ans de garde de nuit, à travers chaque moment où ma famille m'a rejeté. Tu récoltes les conséquences de tes choix, de la même manière que je récolte enfin les conséquences des miens. Victoria a commencé à parler, mais j'ai levé la main. Si vous voulez me contacter, vous pouvez passer par Evelyne, mais toute relation personnelle entre nous. J'ai regardé mon frère, cet homme avec qui j'avais grandi, qui m'avait tenu la main lors de notre premier jour d'école, qui était devenu quelqu'un que je reconnaissais à peine. Ça va prendre du temps, beaucoup de temps, et honnêtement,
je ne sais pas si nous y arriverons un jour. Brianna, je ne fais pas ça pour te blesser. Ma voix était stable. Je le fais parce que je comprends enfin quelque chose que maman a essayé de m'apprendre. Je n'ai pas à accepter un traitement que je ne donnerai pas à quelqu'un d'autre. J'ai marché vers la porte. Maman t'aimait, ai-je dit par-dessus mon épaule. Mais elle m'aimait assez pour me protéger de toi. C'est ça la différence. Je n'ai pas attendu qu'il réponde. Grand-mère m'a suivi dans le couloir. Attends, a-t-elle dit, attrapant mon bras. J'ai quelque chose pour toi. Elle a fouillé dans son sac à main et a retiré une petite boîte en velours, bleu marine, usée au coin. Ta mère voulait que tu aies ceci. Elle m'a demandé de te le donner après la lecture. À l'intérieur se trouvait sa bague en saphir. Celle que grand-mère avait portée aussi longtemps que je me souvienne. Celle que j'admirais depuis que j'étais une petite fille. Grand-mère, je ne peux pas. C'est à toi. C'était à moi, a-t-elle corrigé doucement. Je l'ai donnée à ta mère le jour de son mariage, et elle me l'a rendue quand elle a su qu'elle allait mourir, pour que je puisse te la donner quand le moment serait venu. Je l'ai glissée à mon doigt. Elle allait parfaitement. Il y a autre chose que tu devrais savoir, a dit grand-mère. Quelque chose que même ta mère n'a pas mis dans le testament. J'ai levé les yeux. Linda voulait quitter ton père il y a des années, avant ta naissance. Mais ensuite elle est tombée enceinte de Marcus et elle est restée. Elle est restée pour vous, les enfants. Je n'ai jamais su. Personne ne savait. Elle a fait de son mieux. Mais elle a toujours regretté de ne pas avoir pu vous donner une enfance différente. Les yeux de grand-mère brillaient de larmes non versées. Le trust, l'assurance, tout ça. C'était sa façon de te donner la liberté qu'elle n'a jamais eue. La liberté de t'éloigner des gens qui ne te valorisent pas. Je l'ai serrée dans mes bras. Cette petite femme qui avait aidé ma mère à planifier pendant 8 ans pour me donner un avenir. Merci, ai-je chuchoté. Ne me remercie pas, a-t-elle dit. Vis bien, simplement. C'est tout ce que ta mère a jamais voulu. Derrière nous, j'ai entendu Marcus et Victoria partir enfin, leur voix basse et tendue. Je ne me suis pas retourné. Un mois plus tard, j'étais assise dans le bureau d'une conseillère financière à Hartford, quelqu'un qu'Evelyn avait recommandé, une femme avec 20 ans d'expérience et aucun intérêt à s'enrichir sur mon inexpérience. Voici ma recommandation, a-t-elle dit, faisant glisser un document sur le bureau. Nous gardons le trust investi. Vous ne retirez que ce dont vous avez besoin pour les dépenses courantes. L'assurance vie va sur un compte d'épargne à haut rendement pour les urgences et les opportunités. Nous remboursons vos prêts étudiants immédiatement. C'est environ 42 000 $. Et vous continuez à travailler. Continuez à travailler. Je m'attendais à ce qu'elle me suggère de prendre ma retraite, de voyager, de faire quelque chose d'extravagant. Vous aimez votre travail, a-t-elle dit simplement. L'argent ne devrait pas changer qui vous êtes. Il devrait juste vous donner des options. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai remboursé mes prêts, une dette que je grignotais depuis 6 ans, disparue en une seule transaction. J'ai gardé mon poste à Maplewood, bien que je sois passé au garde de jour maintenant que je n'avais plus besoin de la prime de nuit. Je suis resté chez Diane un mois de plus, pendant que je décidais quoi faire pour la maison. Parce que la maison, c'était compliqué. C'était là où j'avais soigné maman, là où j'avais été jeté comme une ordure, là où Marcus et Victoria avaient bu du vin pendant que mes affaires trempaient sous la pluie. C'était aussi l'endroit où maman avait fait pousser son jardin de lavande, où elle m'avait bordé le soir, où elle avait tranquillement rencontré des avocats et construit un avenir que je ne soupçonnais pas. Je n'étais pas prête à y vivre. Pas encore. Mais je n'étais pas prête à la vendre non plus. Lula a suggéré Diane un soir. Laisse-la se payer elle-même pendant que tu réfléchis. Il n'y a pas d'urgence. Elle avait raison. Pour la première fois de ma vie, il n'y avait pas d'urgence. J'avais du temps maintenant. Maman m'avait donné ça. 3 mois après la lecture du testament, grand-mère m'a appelé avec des nouvelles. Marcus a dû vendre la maison de Greenwich. Elle a dit, Victoria a demandé le divorce la semaine dernière. J'étais au travail, pendant ma pause, assise dans la même cage d'escalier où j'avais appris que nos parents étaient morts. Étrange comme les lieux accumulent les moments. Comment tu sais? Son annonce est apparue sur Zillow, et l'Instagram de Victoria est très explicite. Le ton de grand-mère était sec. Elle est déjà en train de se refaire une image de survivante d'abus financiers narcissiques.
Citation directe. J'ai presque ri. Presque. Est-ce qu'il va bien? Définis bien un point. Grand-mère a soupiré. Il vit dans un appartement à Bridgeport. Il travaille toujours dans l'immobilier, mais pas dans son ancienne agence. Je ne pense pas que quiconque l'invite encore au cocktail de Greenwich. La version de moi d'il y a 3 mois aurait peut-être ressenti une certaine satisfaction. La nouvelle version, celle qui avait eu le temps de assimiler, de faire son deuil, de guérir, se sentait juste fatiguée. Je ne lui souhaite pas de mal, ai-je dit. Je sais que non. C'est la différence entre toi et lui. Est-ce que maman savait pour les dettes, les problèmes financiers? Elle s'en doutait. C'est en partie pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Elle savait que s'il y avait de l'argent disponible, Marcus trouverait un moyen de le prendre. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il a été élevé en croyant que cela lui était dû. J'ai pensé à mon frère seul dans un appartement de Bridgeport, sa femme partie, son style de vie effondré. J'ai pensé au garçon qui me poursuivait dans le jardin, qui me laissait monter sur ses épaules lors des défilés. Je ne savais pas où ce garçon était passé, mais je savais que je ne pouvais pas le sauver. Je vais à la maison ce week-end, ai-je dit à grand-mère. Première fois depuis tout ça. Tu veux de la compagnie? Oui, je crois que oui. Le jardin de lavande avait survécu à l'hiver. Pas tout. Certaines plantes étaient devenues brunes et cassantes. Mais là, dans la lumière du soleil de début avril, je pouvais voir de nouvelles pousses vertes percer à travers le sol. La vie. Têtue et persistante, refusant d'abandonner. Grand-mère se tenait à côté de moi, son bras passé sous le mien. Elle a planté ce jardin l'année de ta naissance, a-t-elle dit. Tu le savais? Je ne le savais pas. J'avais toujours supposé que c'était juste quelque chose que maman aimait, pas quelque chose qui avait une signification. Elle disait que la lavande était pour la protection, pour la purification. Elle voulait que de bonnes choses poussent autour de toi. J'ai franchi la porte arrière. Ma clé fonctionnait parfaitement maintenant. J'avais fait changer les serrures il y a des semaines. Je me suis tenu dans la cuisine où j'avais préparé d'innombrables tasses de thé à maman, où je lui avais tenu la main à travers la nausée et la peur. La maison était calme. Marcus l'avait laissée relativement propre quand il avait déménagé, soit par un reste de honte, soit parce qu'il avait été trop pressé pour la saccager. Les affaires de maman étaient toujours là. Ses fiches de recettes dans le tiroir, ses lunettes de lecture sur la table de nuit, son peignoir accroché dans le placard. Je suis allé dans sa chambre et je me suis assise sur le bord du lit. Sur la table de nuit se trouvait un petit album que je n'avais jamais vu auparavant. À l'intérieur, des photos de moi, de l'enfance à l'âge adulte. Premier pas, premier jour d'école, remise de diplôme d'infirmière, chaque étape qu'elle avait vue. Sur la première page, de son écriture soignée, pour ma fille la plus courageuse. Grand-mère s'est assise à côté de moi. Elle a passé des semaines à assembler ça. Elle l'a fait pendant la chimio, quand elle ne pouvait pas dormir. Elle disait que c'était sa façon de compter les bonnes choses. J'ai serré l'album contre ma poitrine et je me suis enfin laissé aller à pleurer. Pas de chagrin cette fois, de la gratitude. 6 mois après cette lecture de testament, je me suis inscrite à un programme d'infirmière praticienne. C'était quelque chose que je voulais depuis des années. La chance de faire plus que des soins au chevet, de diagnostiquer et de traiter, d'aider les patients d'une manière plus profonde. Mais le programme coûtait cher, et entre mes prêts étudiants et mes économies quasi inexistantes, cela avait toujours semblé un rêve lointain. Maintenant, je pouvais me le permettre. J'ai utilisé l'argent du trust, suivant le plan établi par ma conseillère financière, assez pour les frais de scolarité et les livres, le reste continuant de croître tranquillement en arrière-plan. J'ai continué à travailler à temps partiel à Maplewood, parce que je n'étais pas prête à quitter les patients que j'avais appris à aimer. Diane et moi avons trouvé un appartement ensemble près de l'hôpital, 2 chambres, un petit balcon où j'ai commencé à faire pousser de la lavande en pot. Elle disait que vivre seule était surcoté de toute façon. Et j'ai dit qu'avoir une colocataire signifiait quelqu'un avec qui partager les abonnements de streaming. Nous savions toutes les deux que c'était plus que ça. Grand-mère appelait tous les dimanches. Elle me racontait des histoires sur maman-enfant, sur leurs aventures avant qu'elle ne rencontre papa, sur la femme qu'elle était avant que la vie ne l'use. J'enregistrais les appels sur mon téléphone, construisant une archive de la mère que j'apprenais encore à connaître. Et la maison sur Maple Drive? Je l'ai louée à une jeune famille, une infirmière de Maplewood en fait, son mari et 2 petites filles.
La fille aînée a demandé si elle pouvait s'occuper du jardin de lavande. J'ai dit oui. J'ai dit oui à beaucoup de choses cette année-là, aux opportunités, au repos, au long processus de comprendre que je valais plus que ce qu'on m'avait dit. Ma mère ne m'a pas donné d'argent. Elle m'a donné la permission de croire que je le méritais. J'ai beaucoup réfléchi à pourquoi Marcus est devenu qui il est. Pas pour l'excuser. Il n'y a aucune excuse pour la façon dont il m'a traité. Mais pour comprendre. Mon frère a grandi en s'entendant dire qu'il était spécial simplement parce qu'il était né mal. Il n'avait rien à prouver. Le monde était à lui par défaut. Donc il n'a jamais développé les muscles de l'empathie, du mérite, ou de la reconnaissance que les besoins des autres comptaient autant que les siens. Les psychologues appellent ça le sentiment d'avoir tous les droits. La croyance que vous méritez des choses sans effort. Ce n'est pas inné, c'est appris. Et une fois que c'est là, c'est presque impossible à désapprendre, parce qu'admettre que vous n'êtes pas spécial signifie admettre que toute votre identité était un mensonge. Marcus n'est pas un monstre. C'est le produit d'un système qui lui a dit qu'il valait plus qu'il ne valait réellement. Et quand la réalité l'a finalement rattrapé, il n'a pas su comment gérer. Je ne sais pas s'il changera un jour. J'espère qu'il le fera. Mais je sais aussi que son changement n'est pas ma responsabilité. Ma responsabilité est envers moi-même, vivre la vie que maman voulait pour moi. Poser des limites qui protègent ma paix. Me rappeler que s'éloigner des personnes toxiques n'est pas de la cruauté. C'est de la survie. Si vous regardez ceci et qu'on vous a dit que vous n'étiez pas assez bien, par la famille, par des partenaires, par quiconque aurait dû vous aimer, je veux que vous sachiez qu'ils avaient tort. Vous avez toujours été assez bien. Parfois, les gens qui nous aiment nous protègent de manière que nous ne voyons pas. Et parfois, nous devons devenir nos propres protecteurs. C'est ce que j'ai appris de ma mère. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, j'aimerais lire vos pensées dans les commentaires. Parlez-moi de quelqu'un qui vous a protégé, ou de quelqu'un que vous auriez aimé voir vous protéger. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, vérifiez les liens dans la description. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Cela signifie plus que vous ne le pensez.